Mais ça doit faire quelque chose quand même de se dire j'ai été dans le premier film du gars qui maintenant fait Dune. C'est quand même pas rien. Hein? Ouais. Oui, je suis très fier de ça. J'étais fier avant quand même. Là. J'étais fier d'avoir fait ce film-là avec Denis, mais c'est sûr, c'est amusant tu sais, quand tu dis ça. Genre, je l'ai bien connu quand il a commencé. C'est ça. Exact. J'y croyais, moi. Moi, je crois que les films ont toujours inspiration de la réalité, et pas le contraire. Ce qui m'intéresse, c'est qu'on parle des choses, que ce soit bonnes ou mauvaises, ça m'est égal. C'est pas de pogner sur le marché, l'art, c'est d'exprimer ce que tu as d'intrigue. What other art form do you create on a schedule? Je dois dire que je trouve que choquer est une qualité. I think it's interesting for an audience to get lost in a different world. You need to know how ideas and emotions are expressed through a visual form. Salut tout le monde, bienvenue au Panoramique Podcast. Cette semaine, comment tu vas, mon cher Félix? Ben, ça va très bien, Amir, cette semaine. Génial. Toujours débordant d'enthousiasme et d'énergie. Merveilleux. Et de tout ce que tu veux. Ça déborde de partout. Ah, ça déborde. Au complet. Je suis un gars qui déborde, moi, dans la vie. Ben là, cette semaine, comme vous pouvez voir, on est dans un autre décor. Faute malheureusement d'horaire au niveau de la cinémathèque, on ne pouvait pas aller filmer au Café Bar. Alors, on fait ça chez Félix. Bienvenue dans mon salon, tout le monde. Et oui, donc merci à Félix cette semaine de nous accueillir. C'est vraiment cool. On était un peu mal pris. Fait que Félix dit, on va faire ça à la maison, short and sweet. Fait que le setup est un peu différent, là, mais regardez, ça, c'est correct, ça fait un peu de changement. Donc, voilà. Et là, cette semaine, on a reçu dans ton salon, on a reçu Alexis Martin, donc acteur, scénariste. C'est quelqu'un aussi qui s'implique beaucoup dans le théâtre. C'est quelqu'un, c'est clair, vous le connaissez. Là. Ceux qui ne le connaissent pas ou qui pensent ne pas le connaître, quand vous allez le voir, vous allez faire « Ah oui, ce gars-là, oui. » C'est vraiment un chouette acteur, vraiment sympathique aussi. Oui, c'est vraiment une super entrevue. Puis c'est vraiment un gars qui est très, très, très passionné par son métier, par l'art en général. Donc, moi, j'ai beaucoup aimé ça, cette entrevue-là. C'est très cool. Ouais, moi aussi. On a touché à des sujets très intéressants, donc vous allez apprécier. Et là, cette semaine, on a des rubriques également. Les rubriques, moi, je m'enligne sur le plan de la semaine avec, j'ai choisi un film de 2013, un film 100% absurde, même je dirais 120 000% absurde. Donc, Wrong Cops réalisé par Quentin Dupieux, donc film français. J'ai bien hâte de vous parler de ça parce que c'est drôle en tabarnage. Fait que c'est ça. Toi, cette semaine? Moi, cette semaine, chronique anniversaire, ça va être un petit peu particulier parce que c'est pas l'anniversaire d'un film, c'est l'anniversaire d'un événement, mais d'un événement historique qui a été traité au cinéma. C'est la Commune de Paris. Donc, moi, je vais traiter du film que Peter Watkins, grand cinéaste britannique Peter Watkins, a fait sur la Commune. Donc moi, je suis heureux parce que ça me permet de combiner mes deux grandes passions qui sont le cinéma et l'histoire. Ouais. Alors, c'est ça, je vais vous en parler tantôt. Alors que comme disait François Pérusse, restez à l'encoute. Donc, génial, j'ai bien hâte d'entendre ça. Et puis, comme à l'habitude, on va faire notre remerciement. 2 remerciements aujourd'hui. On remercie premièrement les sessions de salon, donc les gars qui nous louent les caméras. Donc, vraiment cool, la gang. En fait, allez voir leur Facebook, les sessions de salon. En fait, c'est pour les groupes musicaux. Si vous voulez faire un concept de vidéoclip mixé à one take, donc une seule prise, ils vous font le montage, tout ça, ils vous font un beau package. C'est vraiment sympathique comme concept. Donc, allez les encourager. Les sessions de salon, merci à eux. Et puis, comme à l'habitude, notre dernier remerciement, on va remercier notre technicien cette semaine, Richard Asmar. Merci, Richard. Merci beaucoup, Richard, d'être venu sur le plateau pour nous aider à filmer. Donc, il nous reste juste à dire bon podcast. Alexis Martin, merci beaucoup. Merci d'être ici. Ouais. Merci. Bienvenue au Panoramique Podcast. On est bien content que tu sois présent aujourd'hui.
Donc, évidemment, j'imagine un peu tout le monde te connaît parce que t'es quand même quelqu'un qui a une filmographie assez longue et qui a fait aussi du théâtre, qui a fait aussi de la télé. T'es diplômé du Conservatoire d'art dramatique en 86. C'est ça. Et puis par la suite, ça a été une longue carrière qui n'arrête pas, puis tu continues d'avoir des projets. On croise les doigts. Nous, ici au Panoramique Podcast, on est du genre à commencer par le commencement. Donc, j'aimerais savoir qu'est-ce qui t'a donné envie de devenir acteur à la base? Écoute, c'est assez banal au fond, c'est faire rire les copains à l'école secondaire beaucoup. En fait, on avait beaucoup d'activités culturelles, puis autour d'un événement très précis qui était le carnaval. Je pense qu'on pensait autant à nos devoirs dans l'année qu'à préparer le carnaval, au grand désespoir des professeurs, parce qu'on s'investissait beaucoup là-dedans. Et là-dedans, il y avait vraiment une revue de l'année, donc on faisait beaucoup de sketchs. Et puis, moi, je me suis j'ai vite eu le goût, l'envie de faire ça. Et puis, je pense que j'amusais bien les camarades. Alors, ça m'a encouragé dans ce voie-là. Puis après, j'ai été au cégep. Au cégep, j'ai continué à faire du théâtre. Et puis, naturellement, ça a glissé vers les auditions du conservatoire. Et puis, dans le fond, un des premiers films, pas le premier, mais dans les tout premiers à la fin des années 80 où tu as joué, c'était le film Le Party de Pierre Falardeau. Je t'en parle parce que là, récemment, tu as collaboré à un livre qui vient tout juste de sortir, qui est un livre hommage à Pierre Falardeau. Absolument. Et puis, nous, Jules, c'est un pote à nous, on l'a reçu au podcast. Ça a été notre tout premier invité, en fait, lui. Okay. Donc, c'est grâce à lui et grâce à sa mère Manon qu'on a eu ton contact. Est-ce que tu peux nous dire déjà, premièrement, parler de souvenirs que tu as de ce tournage-là? Oui, écoute, c'est un souvenir marquant, vraiment. Donc, évidemment, travailler avec Pierre Falardeau, qui est un bonhomme impressionnant quand tu es jeune acteur, et puis, tu sais, c'est quand même toute une présence. Un homme extrêmement intelligent aussi, très, très cultivé, très habité par ses projets. Hein, et Pierre, il faisait pas du cinéma en dilettante. C'était un gars qui était investi d'une sorte de mission. Hein. Il était très, très, très engagé. Et ce que les gens mentionnent moins, c'est que le grand partnership, c'est avec Francis Simard, donc l'ex-Felkiste. C'est avec lui qui a conçu ce film-là, qu'il l'a écrit. Alors, c'était très impressionnant de rencontrer Francis Simard. Très impressionnant. OK, parce qu'il était présent sur le tournage? Oui. Puis il figurait dans le film aussi. Puis il était présent sur le plateau beaucoup. Puis il y avait beaucoup d'ex-prisonniers aussi qui étaient présents pour nous conseiller un peu parce que c'est une réalité, la réalité carcérale. La plupart d'entre nous, heureusement, on la connaîtra jamais, mais il faut avoir l'information, l'input de ça. Alors il y avait beaucoup d'ex-prisonniers sur le plateau, dont Francis Simard. Alors on a beaucoup parlé avec lui de c'était quoi être en prison, mais on a aussi beaucoup parlé de la cause qu'il avait incarnée. Puis c'était très impressionnant. Très impressionnant. Donc, de rencontrer Pierre, Francis, mais aussi de rencontrer des anciens prisonniers, c'est quand même impressionnant quand tu as, je ne sais pas à quel âge j'ai à ce moment-là, je dois avoir 24, 25 ans, là. Oui, ben c'est ça, c'est au tout début de ta carrière. Ben oui, là, alors, puis c'est du cinéma, puis c'est les longs métrages, puis c'est du film, je pense que c'était en 35, là, avec les grosses caméras à l'époque, c'est plus la petite quincaillerie numérique que vous avez aujourd'hui. C'était des gros machins, des grosses machines, alors c'était impressionnant. Ben oui, puis il y a une pléiade d'acteurs extraordinaires, dont Richard Desjardins, le chanteur. Oui, c'est vrai. C'était moins connu à l'époque, là, c'était avant peut-être qu'ils connaissent l'explosion de sa popularité. Il y avait Julien Poulain, qui était le complice de Pierre pour tant de films. Il y avait toutes sortes d'acteurs. Gildor Roy était là. Je crois bien que Gildor Roy ne devait pas être quelqu'un de très connu, lui non plus, à l'époque. Non, je pense qu'on était tous un peu au début de nos carrières, pour certains, mais d'autres, il y avait des vétérans, comme M. Desrosiers, qui incarnait Patoff. Vous n'avez pas connu ça, vous autres, le clown Patoff? Non, je connais. Mais c'était un très, très bon acteur. Très bon acteur. Il y avait toutes sortes de générations qui se mélangeaient là-dedans, mais c'était une expérience marquante. Et le résultat final, c'est un film qui est incroyablement dur. Très dur, très, très, sans concession. Ben c'est un peu la marque de Pierre Falardeau aussi, c'est-à-dire de faire des choses sans concession, d'aller au bout des situations, de l'exploration des rapports entre humains. Tu sais, c'est son côté peut-être anthropologue aussi, donc il y avait cet accent sur la vérité des rapports humains, sur la vérité des enjeux humains.
Et ça, il faisait pas de compromis beaucoup, Pierre. Il s'inspirait beaucoup des choses, des témoignages aussi. Alors, il maquillait pas les choses, il les mettait crûment, comme c'était là. Est-ce que ça manque, ça, un peu aujourd'hui dans le cinéma québécois, d'avoir des metteurs en scène qui sont vraiment très, très habités, très engagés, qui font aucune concession sur rien? Je pense qu'il y en a. Tu vas en trouver des metteurs en scène. Comme dans toutes les générations, tu sais, il y a des gens qui sont les rebelles, qui décident de ne pas faire de compromis, et qui en payent le prix souvent, parce qu'il faut être patient pour faire des films quand on ne fait pas de compromis. Si quelqu'un a payé le prix, c'est bien Pierre Falardeau. Oui, exactement. Il y en a d'autres comme ça, je pense. Il y a des gens qui étaient comme ça. Il y a d'autres types de réalisateurs qui sont plus des réalisateurs, on pourrait dire plus mainstream, qui fonctionnent à l'intérieur d'un système, qui connaissent les cordes et qui font pas nécessairement des mauvaises choses non plus, mais dans une culture, il y a tout un spectre, hein, et puis il faut un peu de tout pour avoir une culture riche. Et Pierre incarnait, c'est ça, un certain courant cinématographique là, plus dur, plus pur et dur, et c'est nécessaire d'avoir ça aussi, même s'il a froissé beaucoup de monde dans sa vie, mais c'est un gars qui était capable de l'assumer, puis il l'a fait. Ah oui, c'est sûr, ça c'est sûr. Ouais. Là, j'ai comme... Je voulais... Bon, là, c'est peut-être le moment un peu plus personnel, parce que moi, quand j'étais plus jeune, j'ai grandi en te regardant dans Radio Enfer. Et puis, Non, mais parce que je me rappelais, j'étais tombé une fois sur une entrevue de François Chénier qui disait que lui, le rôle dont il se faisait toujours parler, même encore aujourd'hui, c'est une entrevue de peut-être 3 ou 4 ans, je sais pas, mais c'était encore Carl Charest. Lui, tout le monde lui parlait de Carl Charest. Est-ce que tout le monde te parle de Firmin Laplante? Il y a beaucoup des gens de ta génération, de votre génération, des gens plus vieux, parce que les parents écoutaient ça des fois avec les enfants aussi. C'est vrai. Oui. Puis il y a eu beaucoup de rerun, comme on dit en anglais, là, de reprises. Hein? Ça a repassé beaucoup. Alors, oui, on m'en parle beaucoup. Je pense que c'est une série qui a marqué beaucoup de monde, l'enfance de beaucoup de monde. Puis, mais tu sais, ça me ramène à moi, jeune acteur, je me mets à jouer avec Jean-Louis Millette. Je me mets à jouer avec des gens qui avaient été dans les émissions pour enfants que moi je regardais. Puis évidemment, quand on les approchait pour la première fois, Kim Yarachevskaya, on leur disait « Ah ben Franck Freluche, c'est Paillasson. » Puis alors c'est un peu le même phénomène, c'est-à-dire les acteurs qui passent par les émissions famille, les émissions pour enfants, nécessairement donné, ils vont revoir ce public-là plus tard, ils vont être les gens plus vieux, puis ils vont leur dire qu'ils ont un souvenir ému, et puis c'est la succession des générations, là. C'est toujours touchant, hein? Moi, ça me fait plaisir, c'est dit. Oui, nous aussi, tu sais, je veux dire, moi, je veux dire, il y a 25 ans, ou 20-25 ans, d'être assis devant ma télé, puis quelqu'un m'aurait dit, hey, dans 25 ans, tu vas l'interviewer, ou tu vas être en compagnie de la personne, j'aurais fait, de quoi tu parles, tu sais, fait que tu sais pas dans la vie où est-ce que ça te mène, puis c'est ça qui est beau. C'est la magie du cinéma, en fait. Moi, c'est ce que je trouve. C'est la capture des moments, la capture d'images de par exemple, toi, il y a 30 ans, de nous quand on était jeunes. Fait que c'est le fun. Je pense que c'est une belle chose que la caméra a comme pouvoir d'immortaliser. C'est sûr que ça a changé, en fait, notre rapport au temps. Hein? L'image, la photographie d'abord, mais après le cinéma et la télévision, ça a beaucoup changé notre rapport au temps. Comment le temps avance ou n'avance pas des fois. Moi, j'ai souvenir d'avoir amené mon fils voir un des films que j'ai, 32 sur Terre, de Denis Villeneuve. Donc, j'avais 30 ans à peu près quand j'ai fait ça. Mais je l'ai amené voir ça l'an dernier, je pense. Puis c'est comme si mon fils découvrait que j'avais déjà été jeune. C'était étrange. Il ne comprenait pas. C'était son père, mais c'était pas son père. Tu sais. C'est ça, ouais. Le cinéma, c'est intéressant parce que ça nous fait entrer dans les plis du temps. Oui, puis surtout quand, j'imagine, pour un acteur, les actrices, ça doit être encore plus puissant parce que vous êtes devant la caméra. Parce que vous incarnez quelqu'un, tu sais. C'est vrai. Je pense que... Puis même des fois, c'est troublant. Puis des fois, j'aime pas toujours ça, revoir les choses. Il y a même des choses que j'ai jamais vues. Ah ouais? Ouais, parce que des fois, je sens que je vais m'achaler. On se voit, c'est comme quand on entend sa propre voix de l'intérieur, mais quand on l'entend sur un enregistrement, on est surpris. C'est vrai. Mais c'est un peu le même rapport quand on se voit à l'image. On dit, c'est moi, mais c'est pas moi. Ça m'achale, ça m'agace, je me reconnais pas tout à fait. Alors, des fois, le rapport des acteurs à se voir eux-mêmes après n'est pas toujours évident. Ouais, j'en doute pas. Même déjà, il y a des réalisateurs qui voient pas leur propre film.
Fait que pour un acteur, ça doit être la même chose. Ça, c'est des réalisateurs qui ne voient pas leur film, ça, je trouve que c'est pas une bonne idée, là, parce que c'est quand même leur métier de l'assembler. Là. Oui, non, mais je veux dire, non, mais ils le voient pour le construire, mais je veux dire, après un coup la sortie, ça se peut. Après, ça fait 25 ans, ils n'ont pas vu le film. Mais je peux comprendre aussi que si tu revois quelque chose que tu as construit de l'intérieur, tu penses juste peut-être aux erreurs ou aux regrets que tu as. Puis là, il est trop tard. Tu ne peux plus rouvrir, tu ne peux plus le refaire. Ça peut être très frustrant d'être confronté tout le temps. « Ah, mon Dieu, cette scène-là, j'aurais dû la faire comme ça. » ou « C'est pas la bonne cote que j'ai mis. » Ah, ça doit être c'est vrai que épuisant. Ça doit être fatigant. Parlant de réalisateur, je veux dire, tu viens de nous parler d'un 32 août sur Terre de Denis Villeneuve. Denis Villeneuve qui aujourd'hui est rendu un des top réalisateurs à Hollywood. Je crois qu'un 32 août sur Terre, c'était son premier long métrage. Si c'était son premier long métrage, oui. Il avait participé à Cosmos, mais qui était un film choral où il y avait 5-6 réalisateurs. Donc, il avait fait un des segments. Mais son premier long métrage, là, en solo, auteur-réalisateur, c'est 32 août sur Terre. Ouais. Mais ça doit faire quelque chose quand même de se dire j'ai été dans le premier film du gars qui maintenant fait Dune. C'est quand même pas rien. Hein? Oui, je suis très fier de ça. J'étais fier avant quand même. Là. J'étais fier d'avoir fait ce film-là avec Denis, mais c'est sûr, c'est amusant tu sais, quand tu dis ça. Genre, je l'ai bien connu quand il a commencé. C'est ça. J'y croyais, moi. Si je reviens un peu, on parlait de Firmin Laplante, un grand personnage caractériel. On remarque dans ta filmographie, tu as assez souvent eu à jouer des rôles de méchants, mais souvent des méchants comiques. Tu l'as fait dans Babine, tu l'as fait dans Les Boys 3. Est-ce qu'il y a un fun à jouer le méchant? C'est le plus fun. C'est ce qu'il y a de plus fun à faire. Jouer des gentils, c'est assez plate en général. Parce que tu l'es déjà dans la vie, tu sais. Non. non, pas du tout. Mais tu demandes aux acteurs en général, ils vont dire que les amoureux, les bonnes personnes, les bons garçons, les bons papas, c'est un peu lisse au fond. C'est-à-dire que c'est des gens candides, c'est des gens qui veulent pas mal faire. Alors que le méchant, c'est des psychologies compliquées, complexes, c'est des gens qui sont cousus de frustration, qui sont animés de toutes sortes de sentiments contradictoires. Alors, c'est le fun parce que là, il y a une composition. Puis le défi, c'est de convier cette méchanceté-là, cette humanité tordue-là, mais en même temps d'être crédible. Donc, il faut aller chercher en soi ou dans les obsessions qu'on fait cette teneur-là, cette émotion-là. Donc, c'est complexe à faire, mais c'est le fun parce qu'il faut imaginer, construire, fabriquer une silhouette. C'est très amusant. Oui, puis en plus, à quelque part, l'humain a plusieurs côtés dans deux, là, tu sais, je veux dire... Ouais. On a tous un côté comique, on a tous un côté plus maussade, on a plus un côté méchant. Je pense que ça fait partie de l'instinct. Puis... Ben, c'est pour ça qu'on dit, il y a des philosophes qui disent, vous pouvez pas dire qu'il y a les bourreaux d'un côté puis les autres de l'autre. Les bourreaux, c'est toujours une partie de nos possibilités qu'on a en chacun de nous. C'est pour ça que faut pas dire, eux ont fait ça, puis nous, on est témoins, puis on condamne ça. Mais si eux ont fait ça, ça veut dire que moi, j'aurais peut-être été capable de le faire dans certaines circonstances. Alors, fabriquer un méchant ou un personnage de Shakespeare comme Richard III, par exemple, dans Shakespeare, il faut avoir ça en tête. C'est-à-dire que Richard III, c'est pas juste la bébite puis l'extraterrestre. Au contraire, Richard III, c'est un peu tous les autres personnages de la pièce, mais dans un certain éclairage. C'est son contexte, c'est les événements qui l'ont fait ce qu'il est. Absolument. Puis comment les autres l'ont traité aussi, comment la société l'a traité. En fait, il y a toutes sortes de... Et puis la part noire qu'il y a en chacun de nous, mais qui tout à coup, on ne sait pas pourquoi, chez certains, elle explose puis elle s'illustre. Ouais, plus intense. Ouais, c'est ça. C'est plus intense chez certains que d'autres. Ouais. Il y a des degrés dans ce spectre-là, clairement. Puis... Voilà, j'aimerais parler un peu. Moi, justement, on parlait du premier épisode avec Jules tantôt. Puis, on avait fait un spécial, en fait, où moi et Félix, on parlait de nos films québécois préférés. Puis moi, j'avais notamment cité No de Robert Lepage, dans lequel, justement, tu y joues un personnage. Puis j'aurais aimé ça, tu nous parles un peu de comment c'était le tournage avec Robert Lepage à l'époque. Ah, écoute, très agréable. D'abord, Robert, c'est quelqu'un de... très sympathique, très simple, beaucoup d'humour. C'est un gars très drôle. Et on tournait avec Jean Leloup, entre autres, et d'autres. Une scène assez drôle avec Jean Leloup. Oui, qui était très comme un ovni sur le plateau, un gars très drôle, très amusant. Et ça avait été un tournage très agréable, écoute, très simple.
Puis Robert, c'est un gars très direct, très gentil, puis il demande beaucoup d'improvisation souvent. On improvisait des morceaux de scène, puis c'est un gars qui aime bien risquer, essayer. Alors, ça va être un personnage très agréable avec Anne-Marie Cadieux, qui est une actrice fantastique. Géniale, honnêtement. Ouais. Dans ce film-là, en tout cas, en fait, on l'a vu beaucoup. C'est un grand talent. Oui, vraiment excellent. Quelqu'un aussi très, très sympathique. Alors, c'est un beau souvenir. Très cool. Moi, c'est un film que j'adore. C'est un film qui joue très bien aussi sur le mélange théâtre-cinéma. Je veux dire, c'est de faire du vaudeville au cinéma, puis ça devient savoureux parce que tu as le personnage de la femme du diplomate qui, elle déteste les vaudevilles, mais se retrouve à en jouer un. Je pense, oui. Ils sont tous très bons. C'est absolument Éric savoureux. Bernier, puis tous ces acteurs-là qui ont travaillé beaucoup avec Robert, ils sont excellents. Puis c'est des improvisateurs extraordinaires. Puis, fait qu'il y a quelque chose de pétillant dans ce film-là aussi, avec des thèmes plus sérieux, mais il y a quelque chose un humour, un esprit qui est très bien. Oui, c'est ça, parce que la toile de fond, c'est justement les années 70 avec la crise d'octobre, mais le film n'est pas... L'approche n'est pas, mettons, justement, comme Octobre de Falardeau. On n'est pas dedans, on est deux juste... mondes, là. C'est ça, exactement. C'est une autre approche, tu sais. Tout à fait. Mais c'est intéressant, encore une fois, parce que c'est des thèmes qui se rejoignent, mais qui se font différemment. Parce qui sont traités complètement différemment. C'est ça. Ouais. Ça donne des choses. Non, t'as raison. C'est des thèmes qui se recoupent complètement. Ouais. Mais je voulais te demander, parce qu'on aborde un peu la question de, le théâtre qui peut... comment le théâtre, des fois, peut se mélanger avec le cinéma. Bon, toi, tu as fait du théâtre, tu as fait de la télé, tu as fait du cinéma, mais moi, je me demandais, selon toi, un bon acteur, un vrai bon acteur, est-ce que c'est quelqu'un qui doit performer dans les 3 médiums ou est-ce que ça peut arriver qu'un acteur soit excellent dans un des 3 puis pourri dans les 2 autres? Oh oui, ça peut arriver. Ouais. Ça peut arriver, puis il ne faut pas condamner ça, c'est-à-dire que l'important, c'est d'être efficace dans ce qu'on fait là. Moi, les très bons acteurs de théâtre, en général, passent assez facilement dans tous les médias, je pense. Je peux me tromper, là. Mais en général, les très bons acteurs de théâtre que je connais se débrouillent très bien à la télé ou au cinéma. C'est la même vérité, la même sincérité, mais le moteur est sur des rouages différents, je dirais. Mais il y a des très, très bons acteurs de télévision, de cinéma qui ne passent pas au théâtre, des fois. Parce qu'il y a une question de moyens physiques, puis il y a un aspect physique dans le théâtre. Il y a un aspect... on est vraiment dans le monde matériel et il faut avoir ce qu'on appelle de l'abattage. Les vieux comédiens nous disaient ça prend de l'abattage en scène. C'est-à-dire, quand tu marches sur une scène, tu irradies un espace physique. La caméra, la télévision, c'est autre chose. Tu habites un cadre ou tu habites un certain angle de vision, tu es en dialogue avec une lentille. Au théâtre, tu es en dialogue avec un immense espace physique. Alors, dans lequel il y a beaucoup de gens, il faut parler à ces gens-là. Ouais. Voilà, fait qu'il y a des moyens physiques aussi qui sont plus demandants. Il y a une diction, une voix, un tonus, que d'autres acteurs excellents par ailleurs en cinéma, TV ont peut-être moins. Pas toujours, mais des fois, j'ai vu ça des fois. Alors que je trouve que les très bons acteurs de théâtre que je connais souvent sont capables d'ajuster... si on les dirige bien, d'ajuster leur jeu à la caméra. Je pense. Ouais, tout ça est discutable. Ouais, non, mais c'est intéressant parce que c'est là qu'on voit des fois un peu la provenance, l'expérience des acteurs parce que, par exemple, je sors du Québec, là, mais je m'en vais aux États-Unis, on regarde Al Pacino. Al Pacino, ça paraît tellement qu'il a fait du théâtre, tu sais, il vient vraiment de là, puis c'est un peu ses premiers amours avec les arts, ça a été le théâtre, puis ça paraît dans son jeu parce qu'il a beau avoir fait tous les films qu'il a fait, il y a un côté théâtral chez lui qui est juste incroyable. Certains personnages, oui, t'as raison. Tandis que Robert De Niro, si on fait le comparatif, parce que c'est souvent les deux noms qui reviennent quand on pense à un ou à l'autre, mais De Niro, je sais pas s'il a fait tant d'impro, peut-être un peu, il est capable d'en faire. Je ne sais pas. Mais... Je t'avoue, je ne sais pas s'il a fait d'autres choses que du cinéma, vraiment. Je ne sais pas. C'est peut-être rapport aussi au fait que De Niro, il est beaucoup réputé pour être bon quand il n'en fait pas trop. Comparé à Pacino, qui lui a des personnages iconiques où il pète des espèces de colère incroyables. On pense à Scarface, on pense à ça quand on pense à Pacino, tandis que De Niro, il est probablement à son meilleur quand il est plus discret. Ouais, puis tu sais, la scène du miroir dans Taxi Driver, tu sais, il est capable comme d'un côté impro, mais c'est vrai que c'est des caractères différents, mais je trouve que ça donne deux acteurs incroyables. Mais c'est beau, mais en même temps,
le génie de ces deux acteurs-là, c'est qu'ils vont adapter leur jeu aux besoins dramatiques. Vous connaissez le film Heat? Oui. On a les deux. C'est un des premiers films où sont les deux. Ils sont une scène seulement ensemble. Ils se courent l'un après l'autre tout le long du film. Ils sont une seule scène dans un restaurant. Dans le restaurant, ensemble. c'est vrai. Puis à la toute fin, je pense, quand De Niro meurt. Mais c'est extraordinaire et c'est l'intelligence de ces acteurs-là parce qu'ils s'adaptent tout à fait à la situation. Puis là, tout à coup, leur niveau de jeu s'accorde complètement. Puis, c'est vraiment cool. Ouais. Film de Michael Mann. Très beau film. Hein? Vraiment bien, ouais, c'est cool. C'est vrai que c'est parce que c'est comme on rencontre deux grands, un en face de l'autre, mais ils en font pas trop, comme tu dis. Ils sont juste là parce qu'ils savent que là, dans la scène dans le restaurant, c'est pas une scène où ça va exploser à tout moment. Là. C'est une scène où il y a un dialogue entre... Oui, puis c'est tout en dessous, par en dessous. C'est ouais. un dialogue larvé. Là. Mais tout le film est comme un peu une mise en abîme de cette rencontre-là, finalement, du premier film de Niro Pacino et qu'on attend durant un film qui dure 3 heures de temps que finalement la scène arrive. Voilà. Que là, enfin, les deux sont réunis dans un face-à-face, les deux ensemble. Tout à fait. Mais c'est ça qui est... J'aime ça, parce que moi, tu sais, je suis pas un acteur, je vais pas le devenir non plus. Mais pourtant, je trouve t'es ça tellement beau, bonhomme. Ça me déçoit. Merci, écoute, maudit. Juste assez dans le podcast. C'est ça. Mais... C'est pour ça qu'on filme, on fait pas juste audio. Là. Ouais, c'est ça. mais tu sais, j'aime ça, remarquer ça, parce que c'est pas mon univers, tu sais, le monde des acteurs, tout ça, mais j'aime justement quand on parle avec des acteurs, puis on voit un peu de où ils viennent. Il y en a qui viennent plus d'impro, il y en a qui viennent plus du théâtre, tout ça, mais je trouve que ça forge le genre de personnages peut-être, qu'ils font. T'sais. Oui, tu as raison. C'est sûr que la grosse différence quand même, c'est que les acteurs, les comédiens de théâtre arrivent avec un bagage, une culture. C'est-à-dire que c'est toute la culture théâtrale du personnage qui est immense, qui est là depuis 2000 ans. Ouais. Et puis à l'école, évidemment, tu ne fais pas tout le tour, mais tu en absorbes beaucoup. Ce qui fait que tu arrives déjà chargé de beaucoup de silhouettes, de beaucoup de possibilités. Et je vois la différence des fois dans une certaine polyvalence qui est propre aux acteurs de théâtre, je trouve. C'est intéressant. C'est un film où tu étais, on l'a mentionné tout à l'heure, mais moi, une série de films, en fait, qui a eu un succès énorme, ça a été bien entendu la série de films Les Boys. Puis, à mon avis, ce qui a toujours fait la force des Boys, c'est ce casting incroyable. Je veux dire, c'est hallucinant le nombre de bons acteurs qui sont là et où il n'y a pas vraiment d'acteur principal, en fait. C'est vraiment 15 gars qui sont là. Gang. Ouais. Une vraie gang de grands acteurs extrêmement variés. Et puis toi, tu t'es greffé au 3e film pour faire le bad guy, pour faire le rôle de Phil. C'était quoi? Qu'est-ce que ça faisait d'embarquer dans cette gang-là? Écoute, d'abord, c'était des gens que je connaissais, que j'avais croisés. Donc, ça a été agréable, ça a été assez simple. Pierre Lebeau, c'est un grand ami. J'ai joué avec Rémi. J'ai joué avec bien des gens qui étaient là. Je connaissais déjà Luc Guérin, Marc Messier. Michel Charette qui était dans Radio Enfer, que j'adore, qui a joué avec moi au théâtre, que j'ai engagé dans mes pièces de théâtre aussi. Un gars que j'adore, un très bon comédien, Michel Charette. Alors, ça a été très agréable au fond. Puis moi, j'étais un peu ravi parce que ce que Louis Esaïa me demandait de faire, c'était un peu du bonbon au fond. Faire le méchant, un peu caricatural, un peu cinglé, fourbe. Écoute, tu sais, je veux dire, c'est comme du gâteau, là. Avec toute cette brochette de super acteurs comiques qui me regardaient faire mon show. J'avais tout un public de choix, là. C'était un peu énervant en même temps, mais en même temps, ils étaient super. Ils m'ont soutenu complètement. Puis ça a été très amusant. Oui, des répliques absolument cultes. Une question de marketing, les boys. Ça, je m'en fais parler encore. Puis les gens me demandent de le faire, mais je suis plus capable de le faire. Je faisais le bégaiement là, sur le. Les gens m'en parlent encore. Marketing. Dans le fond, c'est un film de famille, en gros. Là. Vous étiez tous... Oui, écoute, il y avait beaucoup de complicité, puis on a beaucoup ri. Ouais. Sur une note plus dramatique, récemment, il y a le film qui est sorti sur Serge Thériault. Serge Thériault, je crois bien que Les Boys 3, ça a dû être dans ses derniers films. Écoute, je sais pas, parce qu'il y a eu un Boys 4. Est-ce qu'il était là? Je le sais pas. Parce qu'il y a eu les Boys 4, il y a eu Gasbar Blues, puis Écoute, je sais pas trop, je peux pas te dire.
Je sais que oui, tu mentionnes, il y a un documentaire qui est sorti sur lui. Il paraît que c'est très bien, mais je ne l'ai pas vu. Ouais, non, je pense que c'est une bonne idée. J'ai pas vu non plus, mais c'est une bonne idée parce que Serge Thériault, c'est une figure qui a joué dans les classiques, la télévision. De la télé, du cinéma québécoise. Là, tu parles d'un acteur extrêmement polyvalent qui va passer de la scène à la télé au cinéma. Ouais, et puis même dans vérité les rôles, incroyable. Ouais, puis même dans les rôles, je veux dire, là, il fait un moment dans Petite Vie, puis il fait un agent corrompu dans Omerta, tu sais. C'est quand même fou, là. Il peut tout faire. C'est un très, très bon acteur. Vraiment cool. C'est une bonne idée de documentaire qu'ils ont fait. Ouais. Moi, j'ai posé pas mal la plupart des questions que je voulais te poser. Peut-être plus parler de cinéma de manière un peu plus générale. Si tu as des films ou des réalisateurs fétiches vers lesquels tu retournes. Moi, j'ai un dada, honnêtement, qui fait damner des fois ma compagne ou mes amis. Mais moi, je suis vraiment un fan du cinéma américain des années 40-50. La période classique. Ben, le noir et blanc, l'âge d'or un peu d'Hollywood, je trouve. Moi, au niveau des scénaristes, des acteurs, puis même la cinématographie, il avait déjà pas mal inventé tous les trucs à ce moment-là. Je regarde beaucoup ces films-là, puis je me suis abonné entre autres à Criterion Channel. Mais aussi, j'avais réussi à en voir beaucoup par YouTube, partout. J'en achetais des DVD avant. Moi, j'étais un gros fan de ça. C'est intéressant. Moi, je trouve que c'est bien écrit souvent. Puis d'ailleurs, tu as des grands romanciers qui étaient... Hollywood mettait le grappin dessus, ils les enfermaient dans des cabines, puis tu écris là. Ça donnait pas toujours des super résultats, mais tu avais des gens comme Dashiell Hammett, Faulkner, Raymond Chandler qui écrivaient pour Hollywood. C'est quand même des grandes plumes. Alors, des fois, tu as des scénarios qui sont tellement witty puis spirituels. Les répliques sont extraordinaires, c'est bien bâti. Ça dure souvent 1h30, c'est short and sweet, c'est défilé à vitesse de mitraillette. Il n'y a pas trop de temps psychologique ou de temps d'acteur, comme on dit justement. Il y a une efficacité, une densité dans ces films-là que j'aime beaucoup. Ouais, puis les acteurs et les actrices à l'époque, c'était fou comment ils étaient vus comme des dieux. Là. C'était c'est sûr qu'il y avait un star system. C'était énorme, tu sais. Mais tu avais des acteurs comme Ingrid Bergman, comme Bogart, des acteurs fabuleux, Robert Mitchum. Tous ces vieux acteurs-là, moi, j'aime beaucoup les regarder. J'apprends beaucoup. Gregory Peck, tous ces gens-là, Katharine Hepburn. C'était vraiment des caractères. Hein? C'était souvent, on avait l'impression qu'ils bâtissaient une sorte de mythe de film en film. Un peu, plus que se glisser dans des personnages, mais c'était vraiment eux là, qui... C'est vrai, mais ils jouaient un peu toujours les mêmes rôles aussi. C'était un peu typecasté, tu sais. Mais avec une profondeur, mais aussi avec des scénarios extraordinaires, puis une cinématographie très... comme on dit, qui allait vraiment au cœur des choses. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'effets pour des effets. Moi, je trouve que c'est un cinéma d'une économie extraordinaire. Extrêmement efficace. Puis moi, comme acteur, j'apprends beaucoup en regardant ça. Ouais. Tous les seconds rôles sont extraordinaires. Tu sais, on parle des vedettes, mais tous les petits rôles, les seconds rôles, des personnages, des acteurs, c'est incroyable. Non, c'est une grande époque. Moi, je pense que c'est une grande époque. J'aime beaucoup le cinéma. J'ai eu beaucoup d'influence. J'aime le noir et blanc aussi. Qu'est-ce que tu veux? Ça, c'est une question de goût aussi. J'adore ce côté-là, noir et blanc ou sépia. Là, où, je trouve que ça va bien avec la magie du cinéma, avec le mystère, avec... Il y a de la nostalgie aussi. C'est nostalgique parce que le cinéma, à la base, c'était noir et blanc. C'était quelque chose de... C'est-à-dire que c'est pas nostalgique pour être nostalgique, dans le sens que il y a là-dedans des choses qui ont été exprimées puis incarnées qui nous apprennent encore sur ce qu'on est ou ce qu'on peut faire au cinéma aujourd'hui, je trouve. Moi, j'ai écrit des scénarios de films, par exemple, avec Louis Bélanger, j'en ai écrit pas mal dans ma vie. J'aime bien revenir à ce cinéma-là, des fois, juste, c'est des leçons au niveau du dialogue, au niveau du rythme, au niveau de l'économie de moyens. Il y a des leçons là-dedans, il y a des leçons à apprendre. Le cinéma japonais classique aussi, c'est magnifique. C'est des choses qu'on connaît
pas assez, je trouve. Alors moi, je me suis mis à découvrir ça à travers Criterion, justement. Là, puis j'aime beaucoup ça. Les films de Kurosawa. Voilà, entre autres. Là. C'est magnifique. Il y a des choses absolument extraordinaires. Extraordinaire. Comme tu dis, c'est des leçons de cinéma, je veux dire. On avait l'impression que vraiment... On a l'impression que les cinéastes de cette génération-là, même si on parle de films quand même qui datent de 70 ans, mais on avait l'impression qu'ils avaient déjà qu'ils avaient atteint la plénitude de leur art. Écoute, il y avait une fluidité dans la caméra, des fois, avec pas la moitié du matériel qu'on a aujourd'hui. Là, il y a une science là-dedans, un art extraordinaire. C'est vrai, il y avait du talent. Puis c'est tellement des films moins connus, mais que des fois, tu peux découvrir, par exemple, même si c'est un grand réalisateur, qu'on sait qu'il y a 1 ou 2 films extrêmement connus qui ont marché, mais il y en a peut-être 3-4 autres qui sont vraiment très bons, puis qu'il y a quelque chose qui vient chercher. C'est la beauté justement de Criterion, puis de redécouvrir une filmographie. Criterion, ils sont vraiment précieux quand même, parce que, disons, en Amérique du Nord, là, il y a énormément de classiques qui seraient inaccessibles complètement. Du moins inaccessibles par des moyens légaux, on s'entend. Là. Mais si eux n'étaient pas là... Ah non, c'est super, honnêtement. Là, c'est le fun. S'il y en a, ils en ont produit des films, c'est incroyable. Puis des bons, tu sais. Fait que c'est le fun, c'est que tu piges là-dedans, puis tu finis jamais. Tu penses que tu as tout vu, mais non, un autre film de Mitchum que je n'avais pas vu, Sterling Hayden, Richard Widmark, tous ces acteurs-là, en tout cas, c'est extraordinaire. Ava Gardner, c'est magnifique, ce film-là. Très cool, c'est vraiment cool. Moi, tu vois, je suis plus dans le cinéma après. Moi, j'ai inclus Félix. Nous autres, on est très nouvelle Hollywood. Des gros fans des années 60-70. Je comprends. Mais en même temps, il faut quand même admettre que ces films-là se sont inspirés beaucoup de l'Hollywood classique aussi. Souvent, leur modèle, c'était toujours Hitchcock, c'était toujours Fritz Lang, c'était toujours Howard Hawks. Fait que forcément... on peut être plus sensible à l'un ou à l'autre, mais il faut admettre que déjà les cinéastes des années 60-70 ont fait ce qu'ils ont fait parce qu'ils étaient des grands cinéphiles de la période que tu décris. Tout à fait raison, bien sûr, absolument. Oui, tout s'inspire de tout, finalement. Les générations, ce que tu disais tantôt, une génération va s'inspirer de l'autre d'avant, puis ainsi de suite, puis après, c'est un amalgame, puis c'est ça qui est trippant, tu sais. Absolument, puis tu sais, justement, comme je te dis, moi, j'ai appris à jouer des émissions pour enfants en regardant d'autres comédiens jouer des émissions pour enfants quand j'étais enfant. Donc, il y a des solutions de continuité entre les générations. Il n'y a jamais de rupture. Non, c'est une illusion, un peu. Hein. Il y a toujours des passerelles. Tout à fait. La culture, c'est toujours la transmission. Hein? Oui, la culture, c'est la transmission. Puis la culture, c'est quelque chose qui sert à réactiver des choses qui nous habitent, qu'on oublie des fois qu'elles nous habitent. Puis la culture, elle nous rappelle, mais oublie pas, c'est ça qui fait qu'on agit. C'est ça qui a fait que les gens ont agi il y a 70 ans. Tu as peut-être les mêmes motivations, les moyens ne sont pas les mêmes, mais la culture nous ramène toujours aux schémas, aux grands schémas qui nous font agir, qui nous font percevoir la réalité, à garder ça en mémoire pour nous. Ouais, c'est vraiment cool, honnêtement. Là. J'aime ça, moi, cet aspect-là du cinéma, parce que moi, le cinéma, je trouve que c'est un art, pour moi, là, en tout cas, je dois pas être le seul, c'est sûr, mais... Ce qui me fascine, mis à part que c'est une forme d'art puis que c'est trippant de regarder, d'apprécier un film, c'est que moi, je comprends mieux le monde en regardant des films. Oui. Puis pas juste des documentaires explicatifs, quoi que ce soit. Juste, tu vois un film qui a un tel thème, tu peux comprendre vraiment beaucoup de choses sur le monde dans lequel tu vis, même si le film a justement 80 ans, des classiques, comme tu dis que t'aimes. Tu peux vraiment aller puiser. Tu sais, ce qui change pas, c'est puis un bon film reste un bon film malgré les années parce que c'est vrai au niveau des rapports humains. C'est-à-dire les rapports humains, les enjeux humains, là, quand c'est vrai dans un film là, des années 40, là, ce film-là, il est encore bon aujourd'hui, il est encore vrai aujourd'hui, il nous parle encore. Exact. Même si les voitures ont changé, même s'il y a des ordinateurs, mais les rapports humains, quand c'est bien écrit, on te rend compte que l'humain n'a pas changé tant que ça. C'est vrai. Ça s'est juste transposé. La culture, c'est ça. C'est quelque chose. C'est l'éternité des rapports qu'on a entre nous qui est fascinante. Là. Ouais, c'est. Au fond, c'est un philosophe qui avait dit à un moment donné, mais la pièce Hamlet, là, elle est plus vraie aujourd'hui que les livres de médecine du 19e siècle. Donc, des fois, la science est obsolète, mais Shakespeare n'est jamais obsolète. Pour ça, c'est son grand génie, c'est que les rapports humains qu'il décrit sont encore vrais aujourd'hui. Wow.
C'est vrai, c'est tellement non, mais vrai. En plus. c'est vrai. Effectivement, super, il y a comme le sentiment de permanence, on l'a plus dans l'art que dans n'importe quoi d'autre. Ouais. Donc, il y a de la vérité scientifique, c'est vrai, mais il y a aussi une vérité dans le roman, il y a une vérité dans le film, il y a une vérité dans l'art aussi. Elle est aussi importante. Absolument. Aussi importante. Puis là, j'ai l'impression d'avoir Simon dans les mecs devant moi, fait que je pense qu'on va en parler. Moi, je regarde pas cette série-là, mais Amir, il me dit je veux lui poser des questions sur les mecs, mais moi, je regarde pas. Alors, je vais te céder le micro. Moi, je peux pas intervenir. Je suis curieux, parce que là, on est embarqué dans une bulle philosophique, puis ça donne que ton personnage de Simon dans les mecs... t'es un traducteur. C'est un traducteur, mais tu sais, il y a toujours des phrases un peu, tu sais... il joue à ça un peu. Poétiques, des citations. C'est pour ça que ça me faisait rire, parce que, écoute, j'ai vu la saison 2 pas plus tard que cette semaine, puis écoute, mon frère, on regarde ça, on broye de rire, là, on s'appelle, il dit, t'as-tu vu tel épisode? Tu sais, quand il y a telle affaire qui se passe... Je veux juste, pour ceux qui connaissent pas la série, en fait, c'est en gros, comédie de mœurs qui t'inclut toi. Tu joues à côté de Christian Bégin, tu joues à côté de Normand Dano et plusieurs autres acteurs. Yannick Trusdale. Oui, Trusdale aussi. C'est génial cette série-là parce que en fait, ce que je trouve hot, c'est que c'est vraiment une série d'acteurs. C'est pas une série formelle. Si vous écoutez cette série-là ou regardez cette série-là pour la forme, c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est vraiment la relation des personnages, la psychologie des personnages. Mais ce que j'aime, c'est que c'est tellement pur, c'est tellement vrai. On se reconnaît dans cette série-là, je trouve. Puis je trouve c'est tellement drôle. Je veux dire, il faut que vous voyez cette série-là. Mais toi, tu es un peu jeune, tu n'es pas encore un cinquantenaire. Non. Mais ça t'attend. Oui, c'est ça. Puis je vais la revoir dans 20 ans. Voir comme ça. Oui, c'est ça. Il y a plein d'enjeux, mais c'est cool. Tu sais, j'ai pas l'âge. Sympathique, oui. On a beaucoup de fun à faire ça. Puis, ça doit. T'as raison, c'est vraiment une série d'acteurs, au fond. Tu regardes ça pour voir 4 mecs se débrouiller avec leur ex, leur blonde, leur conquête, leurs enfants. Exact. Mais c'est vraiment leur réaction, aux événements, aux choses qui arrivent. C'est ça qui est intéressant. Oui, puis j'ai remarqué au niveau de la liberté du scénario, je trouve que c'est cool. Je trouve qu'ils ne censurent pas vraiment. Ça, j'admire beaucoup ça parce que surtout, je trouve la censure à la télévision, tout ça, c'est très codifié, très cadré. Puis, tu sais, il fut un temps, on ne pouvait pas sortir de ça. Je pense que tranquillement, on dirait ça tend. Je ne sais pas qu'est-ce que tu en penses. Oui, je pense que c'est plus... Il y aura toujours des choses qui, tu sais, il y a un diffuseur public. Puis quand même, il y a des codes, là, tu sais, le CRTC. Tu peux pas dire n'importe quoi puis faire n'importe quoi, tu sais, surtout des heures de grande écoute. Puis il y a toutes sortes de... Mais je pense quand même que ça s'est beaucoup libéralisé, je te dirais, là. Je pense que quand j'ai commencé à regarder la télé à la fin des années 60, il y avait des choses qu'on montre maintenant qui ne passaient pas. Mais ça passait pas, là. Ouais. Il y avait des gros lobbies catholiques encore qui écrivaient à Radio-Canada, même dans les années 70, même 80, quand ça sacrait, quand ça... Tu ne pouvais pas sacrer comme facilement à la télévision, là. Tu ne sacrais pas. Alors, il y avait... Et Radio-Canada, je pense, était très sensible. Il mesurait les émissions en termes de lettres de protestants qu'ils recevaient, tu sais. Alors, ça a beaucoup... Je pense que ça s'est beaucoup libéralisé, mais... Ouais. Mais... il y aura toujours des zones où tu ne peux pas aller. Sensible. Puis ça reflète les consensus sociaux de l'heure. Hein? Oui, mais en tout cas, les mecs, je trouve que vous le faites d'une manière vraiment intelligente, vraiment le fun, bien amené. C'est amusant. Oui, c'est ça. C'est amusant. Ça ne veut pas se prendre là, pour blaster un ou l'autre. Puis il y a des sujets d'actualité, MeToo, etc. Il y a toutes sortes de petits hints à droite à gauche, mais sans trop capoter avec ça. C'est juste pour dire, mais en tout cas, bref, c'est vraiment une série de fun. Puis je suis content de te voir là-dedans, puis avec les autres, c'est le fun de vous voir en forme. Vous avez l'air d'avoir bien du fun. Oui, c'est agréable. C'est cool. Ouais, une belle équipe. Très cool. Puis Félix, toi, t'avais-tu... Ben moi, comme je dis, non, j'avais fait le tour, moi, de mes questions. Donc, est-ce qu'on va cheminer vers la fin de l'entretien? Quelles sont tes aspirations, tes projets dans les prochaines semaines, années? Comment vois-tu les choses? Ben, beaucoup de théâtre cette année. Les théâtres ont rouvert. Moi, je dirige un théâtre avec Daniel Brière. Qui s'appelle le Nouveau Théâtre Expérimental, qui existe depuis 40 ans. Moi, je suis là à peu près depuis 16 ans. J'étais à la barre de ça depuis 16 ans, là, à peu près. Et là, on a fait une pièce cet automne. On en fait une au mois de février. Et puis, donc,
mon année est beaucoup consacrée au théâtre. Mais aussi, on va... Je ne sais pas si tu suis Cérébrum. Je ne sais pas si ça dit quelque chose. C'était une série... je connais le nom, mais on va faire la 2e saison. Ça a été reporté pour toutes sortes de raisons. Là, on fait la 2e saison cet hiver. OK. Donc, je vais faire ça. Et puis, on se croise les doigts. On espère faire une 3e saison des Mecs, peut-être l'été prochain. Ça, je le souhaite aussi. Et puis, donc, pas mal de télé aussi. Et de théâtre. De cinéma, le cinéma, j'écris en ce moment avec Louis Bélanger. On a des projets. Fait que ça, il faut être patient. Le cinéma, il faut être patient. Ouais. On est content quand même que les choses reviennent à la normale, comme on dit désormais. Là. Je pense que, d'ailleurs, vous devez être les premiers, les acteurs, les gens du théâtre, vous devez être les premiers à être heureux. Oui, le théâtre, ça a été très, très dur. Très dur. Ouais. Mais les tournages ont recommencé avant, mais les théâtres, là, ça a été compliqué. Ouais, c'est désastreux. Là. C'était pas la même chose, vraiment. Non. Ouais, c'est un autre public. C'est dans le réel. Hein, c'est autre chose. Alexis, merci profondément d'être venu à notre podcast. On a eu beaucoup de plaisir à te parler. Et puis merci beaucoup. On te souhaite le meilleur. OK. C'est l'heure des chroniques. Donc, sans plus tarder, je cède la parole à Amir. Donc, c'est quoi? C'est Wrong Cops cette semaine, tu disais? Exactement, mon Félix. Wrong Cops. Un film que je n'ai pas vu, mais je t'écoute. Oui, écoute, Wrong Cops, que dire sur Wrong Cops? Moi, OK, comme tu le sais, j'aime beaucoup l'humour absurde. Bon, un peu. Ceux qui me connaissent le savent, mais ceux qui me connaissent pas le savent pas. Fait que je vais vous présenter Wrong Cops. Wrong Cops, ça sort en 2013. C'est réalisé par Quentin Dupieux. Quentin Dupieux qui a fait plusieurs films. C'est un Français. Il a fait notamment Rubber, Wrong, Steak. C'est ça, c'est des films qui peuvent vous dire quelque chose. Et puis, pourquoi j'ai choisi Wrong Cops? Parce que pour moi, Wrong Cops, c'est comme le film absurde à voir. Si vous voulez voir quelque chose qui est sérieux, 100%, mais 100 000% absurde, il faut voir ce film-là, c'est juste parfait. De ce que j'ai vu, moi, de Quentin Dupieux, il est capable d'aller effectivement dans des zones où la main de l'homme n'a jamais mis le pied. Tout à fait. C'est vraiment unique. C'est tellement unique qu'il n'y a personne qui fait que ça patte à lui. De l'absurdité dans l'humour, il y en a. Dans des sketchs, des mises en scène, tout ça, il y en a. Là. Mais dans les films, c'est quand même plus rare, je trouve. C'est pas... ou du moins pas dans ce genre d'humour-là. Vraiment assumé 100% pour des choses vraiment stupides, mais en tout cas, c'est incroyable ce film-là. Mais ce que j'aime de Wrong Cops, c'est que ça va au bout des choses. Ça va au bout des choses dans le sens que ça s'assume vraiment bien. Quentin Dupieux n'a pas une approche où, on va y aller à peu près... Ah non. Les personnages, si le personnage est vraiment whack, le personnage va être vraiment whack. OK? C'est ça, Wrong Cops. Ça le dit dans le titre. Donc, pour faire un peu le topo rapide du film, c'est une escouade de policiers corrompus. Puis, comme il y en a un, c'est un dealer, il vend du pot. L'autre, il est genre pervers. L'autre est à l'argent. Fait que c'est vraiment une escouade vraiment weird de policiers corrompus. Puis, un peu la trame du film, le récit, si on veut, dans l'histoire, c'est que un des policiers va tirer accidentellement quelqu'un. Puis ce quelqu'un-là, il pense qu'il est mort, puis il faut qu'il se débarrasse du corps, puis il essaie de trouver quelqu'un pour l'aider avec ça. Mais finalement, le gars n'est pas mort. Fait que c'est un peu ça la prémisse, mais il se passe plein de choses alentour, là, des détails que je vous épargne parce que c'est vraiment drôle. Mais bref, c'est un peu ça l'univers du film. Puis ce qui est fou dans ce film-là, c'est le casting. Okay? Ce film-là, le casting est juste pas possible. Bon, en partant, il y a Mark Burnham. Mark Burnham qui est un acteur américain qui est juste puissant dans ce film-là. Tu sais, les personnages qui n'ont pas de classe, là, mais c'est ça, c'est vraiment ça. Le gars, c'est un genre de gros monsieur, pas de bon sens. Puis tout le monde tripe sa musique, OK? Dans le film, je vais dire pourquoi tantôt. Puis, d'ailleurs, c'est le plan de la semaine. Là. Je vais vous le mettre bientôt, mais je vais juste vous parler un peu du cast et un peu de l'univers du film. Puis, il y a Mark Burnham, OK? C'est incroyable, ce gars-là. Puis, il est joint, en plus de ça, il y a Éric Judor, qui est un Français, qui joue dans le film. Il y a Marilyn Manson. Marilyn Manson est dans le film, qui joue un genre d'adolescent weird, qui est un peu
pogné, genre. On est dans quelle époque, là, à peu près, pour que Marilyn Manson joue un adolescent? Ben, c'est 2013, le film. Fait que c'est... genre 50 ans. Ouais, non, c'est ça. Fait que c'est vraiment absurde. Il a comme une casquette, il est un peu weird en jeans dans un parc. Puis, c'est vraiment... Puis comment il rencontre le policier, justement, incarné par Mark Burnham, c'est juste absurde. Bref. Il y a eux, il y a Don Stark. Don Stark, OK, c'est Bob dans That 70's Show. Il joue dans le film, il fait un petit rôle. Il y a Eric Warren. Eric Warren, OK, c'est... dans le fond, je sais pas si tu connais Tim and Eric. Non. Ça te dit rien? Dans le fond, Tim and Eric, c'est des Américains ils ont comme un duo. Ils font des sketchs vraiment absurdes. C'est vraiment l'esthétique du lait. C'est un peu bon, fait que ça rejoint vraiment bien Quentin Dupieux, clairement. Fait qu'il y a tout un peu des genres de sketchs absurdes, l'esthétique du lait, des affaires qui n'ont pas de bon sens, mais qui font pareil. Puis c'est vraiment drabe, c'est vraiment weird. En tout cas, c'est un univers vraiment particulier, mais ceux qui s'intéressent à ce type d'humour-là, ils vont connaître. Fait qu'Eric Warren joue dans le film, c'est lui qui fait le policier pervers. Il y a John Lajoie aussi. Fait que John Lajoie qui est de Montréal. Fait que, vous voyez le cast un peu weirdo, là, genre, tu dis, OK, Marilyn Manson, Don Stark, Éric Judor, John Lajoie. Fait que voyons, c'est pas bizarre, tu sais. Mais ça marche, c'est incroyable, ça marche tellement bien. Je trouve que chaque personnage a quelque chose, mais chaque personnage est vraiment, vraiment whack. C'est vraiment ça, le film. Donc, je vous mets le plan juste ici. Donc, vous voyez Mark Burnham, juste le ciel en haut de lui. C'est Mark Burnham au téléphone qui est genre en bobette avec son costume de police. Ah, c'était éloquent. Ah ouais, on va se le dire. C'est pour ça que j'ai choisi ce plan-là, juste parce que justement, c'est ça, Wrong Cop. C'est ça. C'est du monde qui ont juste pas d'allure. C'est du monde qui ont juste... Ils s'en foutent. Genre. Je veux dire, un est pervers, l'autre vend du weed. Je veux dire, le film commence sur Mark Burnham qui est assis. Il y a ses écouteurs parce que le film, OK, c'est tout le long du film, il y a de la musique. Dans le fond, les personnages, ils capotent sa musique, OK? C'est des fans d'électro. Pourquoi je dis ça? Parce que la musique que vous entendez dans le film, c'est la musique, en fait, que lui-même, Quentin Dupieux, parce que Quentin Dupieux, lui, c'est aussi un musicien. Il fait d'électro, le monde du DJ, tout ça, c'est vraiment son univers. Donc, si vous connaissez Monsieur Oizo, O-I-Z-O, donc Monsieur Oizo, c'est son nom d'artiste musical. Alors, évidemment, il met ça dans ses films. Fait que là, dans Wrong Cops, tout le monde tripe sur cette musique-là. Fait que tout le monde capote. Genre, même le gars qui est à moitié mort, il se fait traîner dans un véhicule. Puis genre, il est là, il écoute cette musique-là. Il dit, c'est vraiment bon. Puis tu sais, écoute, je sais pas comment décrire ça, mais c'est incroyable. Puis, je veux dire, Mark Burnham, il y a des écouteurs. Genre, tu sais, avec Marilyn Manson, il écoute de la musique, puis il dit « qu'est-ce que t'écoutes? » Puis le film est en anglais, juste pour mentionner, parce que c'est une coprode, je veux dire, américaine, française, russe. En tout cas, ça vient de partout, parce qu'il y a des acteurs de partout, là. Alors, il rencontre, puis là, il dit « qu'est-ce que t'écoutes comme musique? » Puis là, Marilyn Manson dit « c'est de quoi de vraiment bon, là, je sais pas trop qu'est-ce qu'il dit. » Puis là, l'autre écoute, là, il parle vraiment fort dans ses écouteurs, mais là « ouais, je sais, c'est quoi ça? » Mais zéro classe, tu sais, le gars qui est là, genre un policier, mais qui fait juste se promener en bagnole, puis il écoute de l'électro, genre, puis il s'en fout. Il vend du pot, genre, à des jeunes. Je veux dire, le début du film, c'est lui qui est assis, puis il y a un jeune qui arrive, genre, puis là, il dit « désolé, je suis en retard, tu sais, je voulais pas que notre rencontre soit fuckée ou de quoi, mais là, il est là, I don't give a fuck about your karate instructor, now move! » Tu sais, il parle comme ça, il parle vraiment, genre, c'est vraiment, là, tu sais, à un moment donné, il y a un gars, il est dans un restaurant, puis il se fait fixer par un enfant, tu sais, on s'entend, là, un enfant qui te fixe, t'en fais pas un drame, c'est un enfant, comment on réfléchit quand on est enfant, c'est pas pareil quand on est adulte, là. Puis là, t'as juste ce gars-là qui le regarde, dit « Hey, you, it bothers my friend, stop looking at him! » Puis là, tu sais, il parle de même. Fait que bref, c'est ça le film. Mais il se passe vraiment beaucoup de choses. Les répliques ont ni queue ni tête, mais c'est dans ta face, tu sais. C'est ça, Wrong Cops. Moi, là, ce film-là me fait rire, mais rire, là. Genre, je veux dire, même, d'ailleurs, je salue mon cousin qui capote ce film-là. On n'arrête pas d'en parler tout le temps, fait que c'est sûr qu'il va triper s'il voit le podcast. Mais vraiment, puis, tu sais, ce qui est fou avec ce film-là, c'est qu'on a beau dire c'est 100% absurde, c'est vraiment comme, tu sais, ni queue ni tête, il y a tellement d'affaires improbables dans ce film-là, mais il y a vraiment quand même une logique, quand même, bizarrement à dire. Il y a une logique, la réalisation est bonne, la musique est cool, genre ça fit dans l'univers. Fait que c'est vraiment un univers singulier, mais qui marche malgré tout, tu sais.
Fait que, aussi, il y a quelque chose de le fun avec Quentin Dupieux, c'est qu'il fait des références, il fait des clins d'œil à ses propres films. Fait que dans Wrong Cops, il y a genre des clins d'œil à Steak, des clins d'œil à Wrong, des clins d'œil à Rubber. Fait que vous allez, si vous connaissez un peu son cinéma, vous allez peut-être être capable de voir les petits moments de même, des petits détails. Mais c'est, en tout cas, tout dans ce film-là n'a pas de sens, mais c'est génial. C'est assumé, c'est le fun, c'est juste un trip d'absurde. Puis moi, je pense que c'est un film que Jean-Thomas Jobin puis les Denis Drolet pourraient bien aimer. OK, ben s'ils sont à l'écoute, au moins ils ont la suggestion. Ça serait vraiment cool. Fait que qu'ils nous écrivent là pour dire les commentaires qui ont aimé ça. Ben c'est ça. De toute façon, nous autres, on est bien... on est toujours open à dialoguer comme ça avec des gens qui sont absurdes. Finalement. Ben oui, exact. Puis, on parle à l'absurde. Ben ça oui. nous va. Ben oui, puis juste pour terminer, pour juste parler un peu plus du plan, ben c'est ça, je veux dire, j'en parlerai pas une tonne, c'est juste pour vous dire, on voit juste Mark Burnham qui est au téléphone avec un des gars qui était supposé de se débarrasser du cadavre. Du faux cadavre. Du faux cadavre finalement, là, parce que bon, il est encore en vie. Puis finalement, ce gars-là en question, il trouve de l'argent dans dans sa cour, il trouve genre un sac de 13 000 $, quelque chose comme ça. Puis là, il est comme, ah non, oublie ça parce qu'il y a des problèmes d'argent, fait qu'il faisait ça pour éliminer une dette qu'il avait envers le policier corrompu. Fait que là, finalement, il est comme, ah non, ton corps, tu viens le rechercher. Moi, je m'occupe plus de ça. J'ai trouvé 13 000 $ d'une dentaire, d'un sac de sport. En tout cas, puis là, il se passe plein d'autres affaires. Puis lui, il est juste comme, il est en tabarnak. Il est comme, non, ok, là. Puis il est juste il est dans une chambre d'hôtel. Genre, il était avec un trans. Le trans est parti. Lui, il est là, genre, avec au téléphone sur un genre de balcon filmé de même de haut avec le ciel. Puis il est juste en habit de police, mais en bobette. Zéro classe, là. Mais il écoute de l'électro. Genre, lui, il tripe sur l'électro. Fait que, en tout cas, bref, c'est vraiment ça, Wrong Cops. C'est écœurant. Moi, ce film me fait marrer à 100%. C'est le film le plus drôle que j'ai vu de ma vie, je pense. Un des plus drôles, en tout cas. Bref, fait que voilà, c'était ça cette année. J'avais envie de partager quelque chose d'un peu plus comique, puis qui me représente un peu parce que j'aime beaucoup l'absurde. Alors, Wrong Cops, faut que vous voyez ça. Oui, bon, ben écoute, à ce moment-là, je vais surenchérir, mais ça va être une rupture de ton assez radicale, j'ai l'impression. Parce que... Moi, je parle quand même de la Commune de Paris, tu veux dire. Ouais, c'est moins joyeux. C'est étrange comment... Non, mais écoute, c'est la beauté d'avoir des sujets comme ça variés, des centres d'intérêt variés. Ben ouais. Et puis de pas forcément se consulter avant de faire des émissions. Bon. Non, non, c'est ça, exact. Non, c'est ça. Non, mais le pire, c'est qu'on a un drive partagé, qu'on se met les films et tout, mais tu sais, on peut changer d'avis. On sait pas dans quel ordre on les fait forcément, mais enfin... C'est comme tu dis, c'est le but. Fait que... Non, mais moi, on a toujours la question rituelle, toujours. Mais de quoi est-ce que 2021 est l'année? Toujours. Ça ne change pas. Mais cette fois-ci, ce n'est pas l'anniversaire, comme je disais tout à l'heure en introduction. C'est pas l'anniversaire d'un réalisateur ou d'un acteur ou d'un film. C'est l'anniversaire d'un événement. C'est le 150e anniversaire 2021 de la Commune de Paris. Ouais. Un événement extrêmement marquant de l'histoire française. Donc, comme je disais, qui se passe en 1871. Je vais commencer par faire un topo assez rapide de qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là. Évidemment, on est plus là pour parler de cinéma, donc je vais essayer d'être le plus succinct possible. Ouais. Mais en fait, qu'est-ce qui est arrivé? C'est un événement qui se déroule en fait dans la continuité de la guerre franco-prusse de 1870, qui a vu la fin du Second Empire français et la déchéance de l'empereur Napoléon III. Donc, parce que la France a perdu la guerre contre la Prusse et à ce moment-là, ça va être la proclamation de la Troisième République. Et il va y avoir donc des élections en février 71 qui donnent une majorité de voix à des députés qui sont monarchistes. Donc, pour toute une partie du peuple parisien, à ce moment-là, il y a comme une crainte d'un certain retour au régime d'avant. Qui ne veulent pas forcément. Puis ce qui va être le point de départ de la Commune de Paris, c'est quand le nouveau gouvernement, le gouvernement d'Adolphe Thiers, le gouvernement de la Troisième République, va décider de saisir les canons de la Garde nationale. La Garde nationale qui est un corps militaire qui a été formé pour la guerre, tout ça, qui a une vision souvent très, 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 très sociale des choses, très, très égalitaire. C'est pas comme le reste de l'armée, c'est quelque chose d'assez particulier. Et là, à ce moment-là, le peuple parisien réagit extrêmement mal parce que déjà, Déjà, le nouveau gouvernement a un peu la réputation d'être finalement les serviteurs des Allemands. Donc ça passe très mal du côté du peuple. Mais là, en plus que ces canons-là qui ont été
payés finalement par le peuple et qui servent à défendre la ville de Paris qui a subi un siège extrêmement difficile. Ça, c'est considéré comme une trahison totale, d'une trahison de la nation française, et ça ne passe pas du tout. Et à ce moment-là, quand l'armée arrive pour enlever les canons, le peuple s'interpose. Et c'est là qu'il se passe quelque chose d'extrêmement de capital, parce que les soldats se font donner l'ordre de tirer sur la foule qui résiste à l'enlèvement des canons, et l'armée refuse de tirer. À ce moment-là, c'est quelque chose d'impensable qui se passe. C'est le pouvoir de l'État qui est remis en question. En plus d'un régime qui est naissant, donc qui doit s'affirmer très, très, très rapidement, là, qui n'est pas très solide sur ses pattes. Et là, le gouvernement, devant cette fronde populaire, décide de quitter Paris, carrément, et se réfugier à Versailles. Donc, il n'y a plus de gouvernement. Il n'y a plus de gouvernement là, à Paris en ce moment. Et que font les gens? Les gens qui sont surtout des gens des petits artisans, des gens qui sont des couches pauvres de la population. Puis quand on dit pauvre à Paris en 1871, t'es pauvre longtemps. C'est vraiment... Post-guerre. En plus de la guerre, une misère sociale incroyable. Les gens crèvent de faim, les gens vivent dans des taudis. Pas de travail. Beaucoup n'ont pas de travail. À l'époque, sur le plan des égouts, sur le plan de l'électricité, tout ça, l'éclairage, je veux dire, la plupart des quartiers de Paris n'ont pas accès à rien. Là. C'est vraiment, on est dans des conditions dignes du tiers-monde. Et ces gens-là doivent s'organiser à ce moment-là. Et c'est là que la Commune de Paris arrive. Parce qu'il n'y a plus de gouvernement. Donc, il faut bien trouver le moyen de se gouverner soi-même. Et donc, pour l'histoire, c'est ça. Évidemment, ça commence le 18 mars, qui est la fameuse date où l'armée tente d'enlever les canons, et ça va se terminer à la semaine sanglante, qui est la semaine du 21 au 28 mai, où là, l'armée française va reprendre le contrôle de la situation, et il y a des dizaines de milliers de communards, comme on les appelle, qui à ce moment-là vont être fusillés, d'autres vont être exilés, en tout cas, bref, quelque chose d'épouvantable. Une histoire qui finit très mal, la Commune, quand même. Mais c'est un événement qui va inspirer beaucoup, parce que on est en 1870, on était l'époque où les courants anarchistes ou marxistes commencent petit à petit à prendre de l'ampleur, même si c'est encore très embryonnaire, et pour ces gens-là, la Commune de Paris va devenir un symbole, vraiment un symbole de résistance populaire et d'autogestion. Et là, on peut fermer la parenthèse histoire et on tombe dans la parenthèse cinéma. Il y a un cinéaste extraordinaire qu'il faut connaître, Peter Watkins. Peter Watkins a fait des films qui sont absolument uniques. Il a inventé une nouvelle façon de faire du cinéma à lui tout seul. Qui c'est ça? Peter Watkins, c'est quelqu'un qui est né en 1935, en banlieue de Londres. Dans les années 50, 60, il commence à faire du cinéma en indépendant, mais pas que aussi, parce qu'il va travailler un petit peu pour la BBC, il va travailler un petit peu dans des agences de pub, tout ça. C'est quelqu'un qui a un peu un pied dans le système et un pied hors du système. Et vu le cinéma qu'il fait, ce sera pas très long qu'il va se ramasser finalement avec les deux pieds hors du système, parce que le système va l'expulser assez rapidement. Beaucoup de films de Peter Watkins sont quand même très très controversés. Il a fait un film qui s'appelle The War Game, qui va gagner l'Oscar du meilleur documentaire, qui est un film qui décrit qu'est-ce qui se passerait s'il y avait une attaque nucléaire sur Londres. C'est traumatisant. Wow. Parce que c'est toujours du cinéma extrêmement documenté, qu'est-ce qu'il fait. Et sa marque de fabrique, c'est d'être toujours à la limite du documentaire et de la fiction. C'est ça qui est fascinant avec le cinéma de Peter Watkins. Oui, j'avais vu, mais écoute, je me rappelle tellement pas du film, mais ça fait vraiment longtemps. J'avais vu, moi, je pense que c'est le deuxième film, le premier que j'ai vu avant la Commune, j'avais vu Punishment Park. Punishment Park, oui. Punishment Park, pour ceux qui l'ont pas vu, c'est l'instauration d'une espèce de loi martiale aux États-Unis, parce que c'est le contexte guerre du Vietnam où il y a évidemment beaucoup de contestations. Et là, Punishment Park décrit finalement le gouvernement américain qui met en place une espèce de jeu télévisé totalement morbide qui permet à des gens qui ont été arrêtés pour avoir contesté la guerre du Vietnam, qui leur permet de peut-être réussir à se sortir s'ils réussissent à accomplir une épreuve dans un certain laps de temps. C'est vraiment... C'est une affaire, c'est fou. C'est comme mélange télé-réalité versus contestation politique.
tout ça dans une espèce de flou général où on sait même plus qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est plus vrai, tellement on embarque là-dedans. Et ça, c'est comme je disais, c'est vraiment une de ces marques de fabrique. Mélange documentaire-fiction. Donc, oui, on a parlé de Punishment Park, on va parler de War Game. Je vais arriver à La Commune très, 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 très bientôt. Il a fait aussi un très beau film sur Edvard Munch, le peintre norvégien, où ça se veut une sorte de biopic, mais il rajoute tellement d'informations sur qu'est-ce que c'était la vie en Norvège à l'époque d'Edvard Munch qu'en même temps, ça devient un commentaire social qui se greffe à tout ça. Et là, évidemment, ça prend toute une autre dimension. Et il y a toujours un contexte historique à ces films, tu sais, quand tu y penses. Mais très contestataire toujours. C'est pour ça qu'il se met dans la marde sans arrêt. Écoute, il a fait un film qui s'appelle Privilege, qui est dans les années 60, où il parle, le personnage principal, c'est un chanteur pop, comme il y en a à l'époque, si on veut un genre de Mick Jagger ou un genre de John Lennon, ou un jeune qui perce dans la musique et que les foules de jeunes sont en admiration perpétuelle devant lui. Et il fait un film sur comment le gouvernement, comment le pouvoir en place essaie d'instrumentaliser cette personne-là pour enrégimenter les jeunes dans ce qui devient une sorte de régime totalitaire qui commence à se développer. C'est vraiment un truc incroyable. Tu te dis comme, oh boy, ça punch, là. Ça n'a vraiment pas peur de puncher. Donc, mélange documentaire-fiction, une constante. Une autre constante aussi qu'il utilise beaucoup, c'est l'anachronisme. Ouais. Parce que comme tu dis, il y a toujours un côté très, 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 très historique dans ses films. Il a fait un film génial qui s'appelle Culloden, qui est sur la bataille de Culloden dans les années 1700, qui a été dans le fond le moment où l'Écosse a été rattachée de manière définitive à l'Angleterre, parce qu'il y avait encore un roi à l'époque en Écosse qui prétendait garder l'Écosse indépendante, et Culloden a été la bataille où là, les Écossais finalement ont perdu. Mais il filme ça comme si c'était un reportage de guerre, en fait, comme s'il y avait une équipe de tournage qui était là en 1740, en train de filmer, en train de poser des questions aux gens. OK, vous battez pour quelle raison? Ah, vous, monsieur, bon, ben, on va aller voir les gens de l'autre côté, qu'est-ce qu'ils en pensent. C'est vraiment... c'est vraiment intéressant. Hein? Mais il fallait y penser à ce concept-là. Puis ça permet de faire des trucs incroyables, extrêmement instructifs, extrêmement puissants. Ouais, comme tu disais au début, tu sais, de la manière de raconter une histoire, c'est fou comment tu peux, avec ce petit détail-là, ça fait toute une différence. Tu sais. Oui, tout à fait. L'approche n'est pas pareil. Et puis, avec un film comme La Commune, parce que j'en arrive bien entendu à parler de La Commune, c'est vraiment là où il va vraiment comme mélanger tout ça. Mais avant de parler de La Commune, par exemple, là, je suis mon plan, là, parce que évidemment, je me laisse emporter, mais là, il y a mes notes qui me disent « Non, attends, t'as pas parlé de ça avant. » Le but de Peter Watkins, et pourquoi, selon moi, c'est un très, très grand cinéaste, c'est quelqu'un qui a cherché à faire éclater la forme de différentes façons. Et une des façons dont il fait éclater la forme, bien entendu, on l'a dit, c'est une manière très novatrice de faire du cinéma, mais c'est aussi la durée des films. Ouais. Il se retrouve à faire passer un certain moment de sa carrière, il se retrouve à faire des films extrêmement longs. Ouais. Des films qui peuvent durer... dans le cas de La Commune, c'est un film qui dure 5h45, mais il a fait des films encore plus longs que ça aussi à côté. Là. Donc, c'est l'idée, c'est de dire, j'arrive à faire des films qui ne sont pas récupérables par le système. Parce que qu'est-ce que tu veux que les stations de télé ou les salles de cinéma fassent avec des films qui durent 6-7 heures? Ouais. Ils peuvent rien faire avec. Ouais. L'objet, ça devient un ovni qui existe en lui-même et que personne ne peut rien faire avec ça. Parce que Peter Watkins, il a développé un concept qu'il a appelé la monoforme. C'est quoi ça, la monoforme? C'est l'idée que, comme les réseaux de télévision qui apparaissaient, je dirais à son époque, bon, il n'est pas décédé, mais je veux dire, il ne fait plus de films aujourd'hui, là. C'est... Les réseaux de télévision qu'il y avait à son époque ont mis en place un système de cases horaires où la durée normale d'une émission, c'est 23 minutes, où tu peux faire un 46, comme ça les pubs peuvent se placer, comme ça on a un produit qui est standardisé, qui peut être diffusé un peu partout dans le monde grâce aux nouvelles technologies. Ça amène évidemment une façon de concevoir les choses qui est très, très, très carrée. Vraiment, les produits, ça devient des produits en chaîne, et il y a une idée aussi d'impérialisme culturel là-dedans, parce que les différentes chaînes de télévision dans le monde prennent un peu le même modèle, donc peuvent prendre les mêmes émissions, donc au bout d'un moment, tout le monde finit par regarder les mêmes choses. Ouais. Ça, c'est ce que Peter Watkins s'appelle la monoforme, et toute son œuvre a été de se battre contre ça. Et là, j'en arrive
à la Commune. Donc, la Commune, c'est un tournage... c'est un truc de fou, en fait. C'est un truc de fou. On est à Paris en 1999. Il loue un grand entrepôt et il engage plein de gens qui, pour l'immense majorité d'entre eux, ne sont pas des acteurs. Il les fait venir dans ce grand entrepôt-là. Bon, OK, on récupère des vieux costumes, on construit des décors, on reconstruit le 16e arrondissement de Paris en 1870. On essaie que ça ressemble à peu près à ça, que les gens soient bien habillés. Et on filme l'histoire là-dedans, toute l'histoire là-dedans, avec des longs plans séquences qui durent une dizaine de minutes. Mais ce qui est génial, c'est que c'est vraiment les acteurs qui donnent énormément d'eux parce que il n'y a pas de texte écrit vraiment comment ils ont procédé. C'est que les acteurs faisaient de la recherche en parallèle. Ils se renseignaient sur qu'est-ce que c'était la vie à l'époque, c'était quoi les enjeux politiques de l'époque. Et à partir de ça, ils se composent des personnages, qui certains sont des personnages historiques, mais qui d'autres en sont pas. Et tout le film les incite, eux-mêmes comme acteurs, à briser ce qu'on appelle le 4e mur, briser le mur de la fiction, pour dire qu'est-ce qu'eux pensent. Alors, ça devient vraiment une œuvre collective d'un genre qu'on n'a jamais vu avant. Ouais, c'est vraiment unique, pour vrai, c'est vraiment unique. Puis c'est le fun parce que, on dirait une BD. Tu sais, une BD, pourquoi? Parce que c'est comme des petits sketchs entrecoupés de panneaux qui décrivent ce qui se passait à ce moment-là de l'époque. Là, ça recoupe au noir. Là, un noir, là, ça revient. Des noirs qui te donnent des informations, c'est-à-dire des intertitres qui apparaissent, qui te disent à ce moment-là, il est arrivé telle chose, il est arrivé telle chose. Exactement. Puis là, ça revient. Puis là, une autre petite scénette, comme tu dis, un petit 5-10 minutes. Là, ça recoupe. Puis tout le long du film, c'est comme ça. Puis là, tu te dis au début, tabarouette, ça va être intense. Mais vu que les sketchs, il y a tellement de figurants puis de monde partout, tout au long du film, je pense qu'il n'y a pas un plan il y a toujours 2, 3 et 12 000 personnages dans le plan. Fait que c'est toujours très dynamique malgré tout. Mm-hmm. Ça, c'est une belle chose, je trouve. Et puis tout à l'heure, je disais que c'était son film testament. Mais pourquoi je dis que c'est son film testament? Essentiellement pour 2 raisons. Premièrement, parce que tous les procédés dont j'ai parlé avant se retrouvent là, mais de manière vraiment poussé jusqu'au bout. On parlait de mélange de documentaire-fiction. Là, ça devient un niveau que, je veux dire, tu comprends. Ça devient vertigineux, en fait, parce que tu dis comme, les acteurs sont en train de jouer une scène. Là, on coupe, on leur demande, oui, mais vous, dans la vraie vie, qu'est-ce que vous en pensez? Toi, est-ce que tu serais allé ces barricades à l'époque? Ah oui, peut-être non. Là, tu viens un point et tu te dis comme, OK, mais qui parle en ce moment-là? Est-ce que c'est le personnage qui parle ou est-ce que c'est l'acteur derrière? Le non-acteur. Le non-acteur, on comprend plus. Oui, c'est ça. Des fois, tu te perds. Puis d'ailleurs, le début du film, quand ça commence, c'est justement les personnages, pas les personnages, c'est les acteurs, les non-acteurs qui expliquent comment ils vont filmer comment le film a été fait. Fait qu'il y a tout un côté méta aussi, genre au film. Et l'anachronisme est bien entendu très présent aussi parce que les personnages qu'on suit le plus, c'est les personnages qui décident de faire une télé communautaire à la commune. Télécommunale. Il n'y avait pas de télé en 1870, bien entendu, mais eux, ils se disent, ah oui, on va aller filmer les gens, on va poser les vraies questions au peuple, tout ça. Des gens qui essaient de créer un média populaire à l'époque. Ouais. Et puis, il y a aussi un personnage de journaliste qui est là. Ça, c'est génial aussi parce que le gars, il va dire, ah oui, on va interviewer un tel qui est journaliste à tel endroit. Ah oui, je précise en passant que mon personnage est fictif. Mais c'est vraiment bon pour Et donc, c'est ça. Film testament parce qu'il reprend justement tous ces procédés puis il les pousse vraiment à l'extrême. Mais aussi film testament pour la simple et bonne raison que c'est le dernier film de Peter Watkins. Il est sorti en 2000 et il n'a plus fait de films par après. J'ai même vu sur son site officiel, il a même carrément dit, aujourd'hui, il refuse carrément les entrevues même. Donc, lui, il s'est totalement retiré du monde des médias. Et c'est, comment dire, c'est avec une certaine tristesse parce que c'est un résistant qui est rentré dans ses terres finalement. Mais il y a aussi une logique là-dedans parce que, comme je disais tout à l'heure, le but qui s'était fixé dans sa carrière, c'était justement d'être irrécupérable. Ouais. Alors,
c'est le destin finalement d'artistes comme ça qui décident vraiment de résister à la machine, de résister jusqu'au bout. Et puis, moi, c'est ma conclusion. Je vous dis, pour vrai, aller voir des films de Peter Watkins, c'est très intéressant. C'est des sacrées expériences. Ouais, très singulier. D'ailleurs, j'aimerais peut-être, avant de conclure l'épisode, écoute, c'est vraiment spécial. Je t'en parlais tantôt, mais je veux vraiment partager ça. T'as fait une découverte. J'ai fait une découverte, mais écoute, c'est vraiment bizarre comme découverte. Mais bref, quand j'ai fini le film, parce que j'ai vu le film cette semaine, et là, je m'en vais sur la fiche IMDb pour le fun, juste pour voir le nom un peu des acteurs, parce que je sais que c'est tous des non-acteurs, mais c'est pas grave. Je me dis, des fois, il peut y avoir des trucs, un acteur connu caché, peu importe. Et là, j'arrive, la première image, parce qu'ils ont toutes pas d'image, parce que c'est des gens vraiment pas connus. Fait que, première image que je vois, j'arrête, je vois Gaston Lepage. Là, je fais, tabarnak, Gaston Lepage dans la commune de Peter Watkins, ça se peut pas, ça. Et là, je décide, en tout cas, je fais un peu de recherche. Là, je vois Gaston Lepage, Manon Lepage. Je fais OK. Là, je m'en vais voir, même, écoute, je vais voir dans le Wikipédia de Gaston Lepage, la commune n'y est pas inscrite. En tout cas, me semble quand j'ai regardé, c'était pas écrit. Manon Lepage, j'ai rien trouvé. Je dis, bon, c'est soit son ex-femme peut-être, ou sa fille. Tu sais, je sais pas, je connais pas assez la vie de Gaston Lepage. Et là, je dis, OK, je vais regarder dans le générique du film. Je vais essayer de voir, je vais voir son nom passer à quelque part. Là, je regarde. Là, je vois juste, c'est écrit comme parce qu'il y a tellement de monde, puis ils mettent ça par détail. Là. Par exemple, je sais pas moi, tel escadron, tel dirigeant, tel civil, peu importe. Là, c'est écrit les enfants, puis là, c'est écrit Gaspard Lepage, avec un D, puis Manon Lepage. Là, je fais, OK, attends, là, hey. Tu sais peut-être de quoi, ou tu sais peut-être rien aussi. Non, J'en ai aucune idée. C'est tellement étrange. Je veux dire, il est sur IMDb. C'est écrit Gaspard Lepage. Moi, j'ai l'impression que... Puis en tout cas, je sais pas, il y a eu un fuck-up à quelque part, je sais pas c'est quoi. Mais si un jour, Gaston Lepage vient au podcast, c'est sûr qu'on va lui demander. Fait que, en tout cas, si Monsieur Lepage voyait le podcast, écrivez-nous. Pour vrai, moi, je suis flabbergasté. Si vous étiez en vacances à Paris, vous avez dit, ah ouais, on va aller jouer pour Peter Watkins. Moi, je veux connaître cette anecdote-là. Fait que bref, à voir, c'est un mystère, cette affaire. Le mystère Lepage. Ouais. Ouais, écoute, là-dessus, on va clore l'émission. Ouais. Donc, merci à tout le monde qui regarde. Et puis, c'est ça. Si vous voulez liker, commenter, partager, c'est toujours ben gentil. Bien, certainement. Puis, n'hésitez pas à nous écrire si vous avez des questions ou peu importe, vous avez des suggestions. On est bien ouverts. Donc, en attendant, on vous dit bonne semaine à vous autres. Bonne semaine. Ciao, ciao.